de faire le plein de sens dans un monde qui parfois en manque cruellement. La voix que vous entendez en ce moment, eh bien, ce n'est pas celle de Luc, qui exceptionnellement ne pouvait pas se joindre à nous. Luc, on pense à toi. C'est la mienne, je suis Camille. Et avec moi aujourd'hui, on retrouve Yann. Bonsoir Yann. Bonsoir Camille. On retrouve aussi Léo. Bonsoir Léo. Bonsoir. Et enfin, on retrouve Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le programme Copernicus de l'Union européenne vient de nous le confirmer. Le mois de juin 2026 a été le plus chaud de toute l'histoire humaine de l'Europe occidentale. Et si vous vous demandez à quand remonte le record précédent, ne cherchez pas loin, c'était l'année dernière. À l'heure où je vous parle, 37 départements de France métropolitaine sont en vigilance rouge selon Météo France. Donc aujourd'hui, on va parler canicule. Mais avant, comme à l'habitude dans cette émission, on fait le tour des actualités marquantes et on commence par toi Léo. Mon actu marquante, du coup, le fait que depuis hier soir, la forêt de Fontainebleau est en feu. Il y a à peu près 400 pompiers qui sont mobilisés. Il y a des canadaires qui ont été utilisés pour pouvoir... pour essayer d'éteindre le feu, et on est à peu près à 1000 hectares qui ont déjà été perdus aux flammes depuis hier soir. Alors ensuite, on va passer à toi, Yann, pour ton actualité. Oui. Alors, 8973, c'est quoi comme chiffre ? Eh bien, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, donc, qui a organisé une conférence de presse le 6 juillet et qui a donné des chiffres. Et c'est le nombre de décès qui ont été recensés en France du 22 au 26 juin 2026, donc la grosse semaine de canicule de juin. Et en fait, ils l'ont comparé, c'était plus de 2000 de plus que la semaine précédente. Voilà. Ça fait, pour donner une idée, alors déjà, bon, il faut qu'ils quantifient précisément ce qui est lié à la chaleur et ce qui n'est pas, et ça, il y a encore du travail. Mais malgré tout, 2000 personnes, bon, on a quand même grosse louche à l'aperçu, c'est en gros 3 très gros crashs aériens par semaine en France métropolitaine. Enfin, plus Corse, mais pas... voilà. Donc voilà, par semaine en France, c'est comme si tu avais un Airbus qui se crashait avec tout son équipage. Et c'est... Non, 3 Airbus. Oui. 3 et demi, on va dire. Pleine charge. Voilà, on va dire. Ça va être surbooking. Oui, donc imagine à l'échelle de l'Europe, ça c'est probablement tous les jours, ça je vérifierai, mais c'est intriguant, quoi. Et c'est marrant parce que quand il y en a un seul qui tombe, tout de suite, c'est la catastrophe nationale. Mais là, il y en a beaucoup plus. Et bon, oui, on s'en émeut, mais peut-être pas autant, quoi. Voilà, qu'on devrait, ouais. Et toi, Sébastien, alors, tu vas nous remonter le moral ? J'aimerais bien, mais figurez-vous que l'Assemblée nationale, alors déjà quand tu commences une phrase par l'Assemblée nationale, tu te dis que ça va mal se terminer, a voté le 7 juillet dernier une loi de présomption d'usage légitime des armes accordée à la police et à la gendarmerie. Une loi qui a été adoptée à la va-vite, grâce à une énième alliance des voix de l'extrême droite et de l'extrême centre, sans que le gouvernement ne permette qu'un débat se tienne dans l'hémicycle, et qui introduit de fait dans le droit français la présomption de légitime défense qui est réclamée par le RN depuis l'époque où il s'appelait encore Front National et où il était dirigé par le père de la délinquante Marine Le Pen. Ça implique donc ce changement législatif. Il est encore passé au Sénat, mais voilà, c'est mal barré. Un renversement de la charge de la preuve. Jusqu'à présent, c'était aux flics, aux membres des forces dites de l'ordre, de se justifier. En théorie, parce qu'en pratique, c'était déjà pas très souvent le cas. Mais déjà, malgré tout, tu vois, c'était déjà compliqué de les faire se justifier de cet usage, ou même de les poursuivre. Et là, forcément, le message qui est envoyé à ces gendarmes et ces policiers, c'est en gros, c'est bon, tirez, on vous couvre. Le fils Sarkozy s'en tirera toujours mieux qu'un zadiste, de toute façon, c'est classique. C'était déjà comme ça avant. Mais le truc, c'est qu'effectivement, l'actualité, c'est quand même un nombre de décès qui sont liés à des interventions policières qui a déjà plus que doublé depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. On est à 68 morts en 2024, d'après une association qui tient les comptes de manière assez implacable. On mettra
les sources sur le site de Radio Libertaire. Et voilà. Et puis souvenez-vous aussi de ces gendarmes qui sont intervenus à Sainte-Soline en 2023 et qui avaient utilisé des armes de guerre contre des manifestants majoritairement pacifiques et qui, sur les vidéos qui ont été révélées à l'époque par Mediapart et Libération, se réjouissaient de faire mal à celles et ceux qui devraient protéger, se vantaient de leur avoir tiré dessus en pleine tête ou dans les couilles et affirmer qu'il faudrait les tuer. Maintenant, imaginez les dommages que ces cow-boys vont pouvoir causer maintenant que cette loi scélérate leur accorde de fait un permis de tuer. Voilà, j'ai pas mieux, désolé. Et j'aimerais résoudre le problème en rappelant que quand on a été victime au hasard de violences policières en France, il y a une institution indépendante vers laquelle on peut se tourner pour demander des comptes. Ça s'appelle, donc c'est l'institution qui s'appelle le Défenseur des droits. On a tendance à utiliser le Défenseur des droits ou la Défenseuse des droits pour parler de la présidente de cet organisme, mais on ignore souvent que cette institution indépendante, en fait, réunit 250 personnes à Paris, plus 570 délégués dans les différentes régions, et toutes ces personnes ont pour mission de défendre les droits de tous. Et la personne donc, qui est à la tête de cette institution, le défenseur ou la défenseuse des droits, est nommée pour un mandat non révocable, non renouvelable, d'une durée de 6 ans. Or, il se trouve que la dernière défenseuse des droits en date, donc son mandat arrive à échéance dans quelques jours, donc c'est Claire Hédon, elle va bientôt quitter son poste. Et donc, à qui Emmanuel Macron a-t-il pensé pour la remplacer, puisque c'est lui qui nomme le successeur ou la successeuse? Eh bien, il a pensé à quelqu'un qui s'appelle François-Noël Buffet. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous le présente. Il est sénateur Les Républicains. Il est opposé au mariage pour tous. Il est opposé à la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Il est opposé à la procréation médicalement assistée. Il veut aussi durcir les politiques migratoires, réduire le périmètre de l'aide médicale d'État, etc., etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers le communiqué de presse collectif que des dizaines d'associations ont signé parce qu'elles s'inquiètent de cette future nomination et devoir peut-être transformer le défenseur des droits en défenseur de quelques droits de quelques-uns. Voilà. Peut-être le défenseur des droites. Je te laisse la propriété de ce jeu de mots. Et donc, première pause musicale que tu vas nous présenter, Sébastien. Ouais, c'est moi qui ai eu l'honneur de choisir le premier morceau. Donc, comme on parle de canicule ce soir, je me suis dit que ce serait bien de prendre une chanson qui en parle, en l'occurrence écrite par Cole Porter en 1948 pour la comédie musicale Kiss Me Kate et qui a été reprise en 1956 par Ella Fitzgerald dans l'album tout simplement nommé Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Désolé pour l'accent. Le morceau s'appelle Too Damn Hot. Et là, il raconte qu'elle aimerait bien batifoler avec son chéri, mais qu'il fait décidément beaucoup trop chaud pour ça. Une chanson qui nous rappelle que ça va être très compliqué de concilier réarmement démographique avec dérèglement climatique. Vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 FM, et vous écoutez l'émission En panne de sens. Et donc, c'est moi qui vais commencer en définissant les termes dont on va parler aujourd'hui. Car, en effet, vague de chaleur et canicule, ce sont des termes précis. Je vais d'abord m'appuyer sur les travaux de l'Organisation météorologique mondiale, ou OMM, c'est un organe rattaché à l'ONU. Et d'après elle, une vague de chaleur est l'accumulation d'une chaleur excessive pendant plusieurs jours et nuits consécutifs. Autrement dit, c'est une période pendant laquelle on a des jours chauds et en plus des nuits trop chaudes pour que l'environnement, dont les êtres humains, puissent correctement évacuer la chaleur absorbée pendant la journée. Cela étant posé, je cite l'OMM, les éléments constitutifs d'une vague de chaleur dépendent des conditions climatiques locales et de la manière dont les personnes, les infrastructures et les écosystèmes y sont adaptés. Fin de citation. En effet, si le concept de vague de chaleur est bien posé à l'échelle internationale, la valeur exacte que le thermomètre doit afficher pour qu'on parle de vague de chaleur, ça, c'est défini au niveau national. Par exemple, en 2025,
la Norvège a vécu la pire vague de chaleur de son histoire avec des températures supérieures à 30 degrés Celsius, alors que dans une région tropicale, 30 degrés, c'est une température habituelle tout au long de l'année. Du coup, tout ceci nous ramène au cas spécifique de la France métropolitaine. Pour que Météo France considère qu'on vit une vague de chaleur, il faut, entre autres, que l'indicateur thermique national soit supérieur au seuil de 23,4 degrés Celsius pendant au moins 3 jours. Donc, qu'est-ce que c'est que cet indicateur thermique national ? C'est la moyenne des températures minimales et maximales mesurées pendant 24 heures par 30 stations météorologiques réparties de façon égale sur tout le territoire. Comme vous voyez, c'est très pointu. Venons-en maintenant à la notion de canicule. Selon Météo France, une canicule est une vague de chaleur qui dure plus de 3 jours et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire. De la même façon que le concept de vague de chaleur est défini au niveau mondial avec des seuils fixés au niveau national, le concept de canicule est défini au niveau national avec des seuils fixés au niveau départemental. Par exemple, à Toulouse, les seuils pour qu'il y ait canicule sont une maximale supérieure à 36 degrés et une minimale supérieure à 21. À Paris, les seuils départementaux sont atteints avec 30 degrés le jour et 21 la nuit. Alors pourquoi préciser tout ça ? Pour 2 raisons, notamment. Premièrement, je veux rappeler que la notion de vague de chaleur est relative à l'environnement dans lequel on se trouve. Si quelqu'un vous oppose que « Ouais, mais bon, en Floride, ils font pas tout un fromage quand il fait 30 degrés », demandez donc à cette personne qui compare les températures de l'air qu'elle compare également le cadre de vie, à commencer par le bâti, par exemple. Quels matériaux, quels volets, quel système de climatisation ? En Floride, les toits des bâtiments, ils sont à 60% en zinc, comme à Paris ? Une comparaison fondée sur les seules températures de l'air est insuffisante et ça marche aussi à l'échelle individuelle. C'est pour ça qu'il est inexact de dire que Bernard Arnault a aussi chaud que moi. Déjà, lui et moi, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas le même état de santé et en plus, on n'a pas accès aux mêmes vêtements, à la même alimentation, aux mêmes moyens de transport, aux mêmes bâtis. Lui, il prend un taxi climatisé pour se rendre sur un plateau télé refroidi à 22 degrés. Moi, j'ai pris un métro non climatisé jusqu'à un studio de radio où il fait 28. Même à température de l'air égale, tous les êtres humains ne sont pas égaux face à la chaleur. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'il me semble important qu'en tant que citoyens et citoyennes, nous sachions ce que recouvrent les termes vague de chaleur et canicule et comment on fait les calculs en France. N'oublions pas un principe fondamental qui dit indicateur et seuil, dit modification humaine possible. Aujourd'hui, l'indicateur et le seuil reposent sur des critères scientifiques établis par des météorologues. Que se passerait-il si un pouvoir exécutif décidait que la science, on s'en fiche, et le seuil, on peut bien lui donner la valeur qu'on veut. Tiens, au hasard, une valeur tellement élevée qu'on pourra dire qu'il n'y a plus de canicule nulle part. Conclusion, buvez de l'eau pour vous hydrater et pour maintenir à flot votre esprit critique. Mais maintenant que je vous ai défini canicule et vague de chaleur, je rentre encore plus dans le sujet et je vais vous parler de température et de chaleur, pour qu'on voit bien la différence. Alors, si vous pouviez rapetisser 1 milliard de fois, donc allez-y, je vous laisse le temps de rapetisser 1 milliard de fois, vous pourriez prendre en main 2 atomes d'oxygène de la même façon que vous pouvez prendre en main 2 balles de tennis à taille normale. À l'échelle de ces atomes, tout est en agitation. Les particules de l'air, du micro dans lequel je parle, d'un iceberg ou même d'une météorite dans l'espace, aucune matière n'est complètement statique. On appelle ça l'agitation thermique. Eh bien, la température, c'est la grandeur qu'on utilise en physique pour mesurer le degré d'agitation thermique de la matière. Les particules d'une météorite sont beaucoup moins agitées que celles de l'iceberg, elles-mêmes moins agitées que celles de mon micro, et on peut quantifier avec précision la différence. Moins 272 degrés Celsius dans l'espace, 0 dans l'iceberg, et sans doute maintenant 30 degrés dans mon micro, vu comment j'ai de plus en plus chaud. Du coup, la chaleur, qu'est-ce que c'est ?
La chaleur, c'est un transfert qui va toujours dans le même sens. De la matière qui a l'agitation thermique la plus forte, donc la température la plus haute, vers la matière qui a l'agitation thermique la plus faible, donc la température la plus basse. La chaleur passe du chaud vers le froid, un peu comme l'eau d'une rivière coule du haut vers le bas de la montagne. C'est un phénomène inévitable que la physique constate et mesure. Si vous mettez une soupe chaude dans votre frigo, ce n'est pas le frigo qui cède du froid à la soupe, c'est bien la chaleur de la soupe qui est évacuée vers l'air qui l'entoure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à évacuer parce que la soupe a atteint la même température que l'air du frigo. Si vous sautez dans une piscine et que ça vous semble frais, c'est parce que la chaleur de votre peau, qui est à 35 degrés, se voit soudain évacuée vers de l'eau à 27 degrés. Et c'est pour ça que le nom techniquement correct d'un climatiseur, c'est pompe à chaleur. De la même manière qu'il faut une pompe pour faire remonter l'eau du bas vers le haut d'une pente, il faut une pompe pour transférer la chaleur d'un endroit froid vers un endroit chaud, c'est-à-dire à contre-courant de son écoulement naturel. Alors, comment ça marche dans une pompe à chaleur ? Ça marche grâce à un fluide qu'on appelle caloporteur, porteur de chaleur, qui circule en boucle fermée dans la machine. Dans le cas d'une pompe à chaleur air, le fluide est amené au contact de l'air dont il doit absorber la chaleur, ce qui fait qu'il s'évapore, puis il est compressé dans un compresseur, puis il est amené au contact de l'air auquel il doit céder sa chaleur, ce qui fait qu'il se condense, puis il est détendu dans une partie de la pompe qu'on appelle un détendeur. Et le cycle recommence. En été, la chaleur de votre logement est évacuée vers l'air extérieur, qui est pourtant plus chaud, et en hiver, si votre pompe est réversible, la chaleur de l'air extérieur, qui est pourtant plus froid, est acheminée vers votre logement. Et du coup, les pompes à chaleur, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Eh bien, pour creuser la question, j'ai décidé d'apporter des éléments chiffrés. Premier élément, la puissance du moteur électrique. Un ventilateur simple qui ne fait que brasser l'air à une puissance d'environ 50 watts, c'est un peu l'équivalent d'un ordinateur portable. Au contraire, une pompe à chaleur nécessite 100 watts par mètre carré, donc, par exemple, 3000 watts pour 30 mètres carrés. Donc, une pompe à chaleur RR, dimensionnée pour une surface de 30 mètres carrés et réglée au maximum de sa puissance, consomme autant d'électricité en 1 minute qu'un ventilateur simple en 1 heure. Bien sûr, on peut diminuer la consommation de la pompe en réduisant la vitesse de ventilation et en augmentant le point de consigne. Météo France préconise d'ailleurs de régler les pompes à chaleur au-dessus de 26 degrés en été. Alors, le deuxième élément, c'est la problématique des îlots de chaleur. À l'heure actuelle, parce que le bâti relâche la nuit la chaleur qu'il a accumulée le jour, on mesure déjà des températures nocturnes plus élevées en milieu urbain que dans les zones rurales. À Paris et dans ses environs, la température nocturne en ville, elle peut dépasser de 6,4 degrés celle de la campagne alentour. Il y a même une étude scientifique qui indique si tout le monde s'équipe d'une climatisation en ville et la règle à 23 degrés, alors on augmentera encore de 2 à 3,6 degrés la température de l'air extérieur d'ici 2030. 2030, on est d'accord, c'est dans 4 ans. Et troisième élément à prendre en compte, le fameux fluide caloporteur. Donc c'est un produit chimique, on est en droit de se demander ce que c'est. Aujourd'hui en France, c'est majoritairement un truc qu'on appelle le R32, donc c'est un hydrofluorocarbone également appelé HFC32. Alors c'est pas un produit qui troue la couche d'ozone, bonne nouvelle. C'est pas non plus un produit de la famille des polluants éternels, vous savez les fameux PFAS dont on parle beaucoup en ce moment. Deuxième bonne nouvelle, mais quand même, c'est un gaz à effet de serre. Son pouvoir de réchauffement est nettement inférieur à celui des fluides caloporteurs de la précédente génération, mais il est encore 600 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone, d'après le GIEC, le groupe intergouvernemental, celui-là j'ai toujours du mal à le dire, d'experts sur l'évolution du climat. Moralité, on n'en sort pas. Pour se protéger de la chaleur due au dérèglement climatique, on est condamné à consommer de l'électricité, voire à utiliser des gaz à effet de serre, même en petite quantité,
Parce que, je sais pas vous, mais moi, je refuse que les écoles, les hôpitaux et les EHPAD ne soient pas climatisés quand il fait 45 dehors. Il va donc falloir arbitrer, doser. La question qui se pose, c'est celle des priorités que nous voulons nous fixer en tant que société. Alors, le prochain morceau musical, c'est moi qui l'ai choisi, et c'est Beds Are Burning de Midnight Oil. C'est la première chanson du 6e album Diesel and Dust du groupe australien Midnight Oil, sorti en 1987. Elle fait partie de la liste du Rock and Roll Hall of Fame des 500 chansons qui ont façonné le rock and roll. Et bien que cette chanson soit souvent associée avec le combat contre le réchauffement climatique, notamment depuis la reprise de 2009 pour promouvoir la COP15 de Copenhague, c'est d'abord une chanson politique qui réclame la restitution de leur terre natale aux aborigènes Pintupi. Beds Are Burning de Midnight Oil. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM et vous écoutez l'émission En panne de sens. Yann, on t'écoute. Eh bien, Camille a déjà très bien décrit le phénomène vague de chaleur, canicule, etc. Donc je ne vais pas revenir dessus, ce serait idiot et surtout moins bien fait. Mais oui, donc les vagues de chaleur, les canicules ont existé avant le changement climatique, ça c'est attesté. Mais les influences anthropiques, elles les rendent plus fréquentes, plus précoces, plus longues, plus intenses. Et il y a plein de sources là-dessus, je pourrais en citer plein. Y compris le ministère de l'écologie, qui a pourtant pas tellement intérêt à dire que le gouvernement fait mal son boulot, mais même lui le dit. Donc bon. Et en fait, il se trouve que c'est quelque chose qui avait été observé et qui était mentionné dès le deuxième rapport du GIEC en 1995, qui annonçait une augmentation de l'intensité, de la durée des vagues de chaleur et de la mortalité associée. Donc ça fait, on va dire, 30 ans que le phénomène a été décrit, analysé, sous-estimé aussi dans sa première occurrence, mais bon, c'est pas grave. Et surtout que personne s'en fout, qu'il y a 30 ans d'impréparation gouvernementale totale, en fait. Et à chaque fois, on joue la surprise. Ça rappelle un peu le Covid, où, pareil, il y avait des épidémiologistes qui avaient prévenu pas mal de fois, et puis, quelle surprise. Bon, sauf que là, c'est une surprise qui est beaucoup plus récurrente et beaucoup plus fréquente que le Covid. Ça tombe espérons-le, quoi, on croise les doigts, mais bon. Voilà. Donc voilà, depuis 95. 95, c'était Chirac qui venait d'être élu. Et en 2003, il venait d'être réélu. Et en 2003, ça a été le méga traumatisme dont tout le monde parle. Donc la grosse canicule de 2003, c'est environ 15 000 décès en France et 70 000 en Europe. Alors pour reprendre la métaphore que je prenais, la comparaison que je prenais tout à l'heure, là, 15 000 décès en France, c'est entre 25 et 30 Airbus A380 qui sont tombés. En même temps, oui. En France, pas dans le monde. Hein. Dans le monde, il a dû pleuvoir des avions. Mais, voilà. Donc déjà, ça donne une bonne idée de l'impréparation. Et il y a eu un rapport parlementaire en 2004 qui évoquait déjà la sous-estimation du risque, puisque le rapport du GIEC, il avait quasiment 10 ans à ce moment-là. Le défaut d'anticipation, la mauvaise coordination. Bref, en gros, c'était la première fois que l'État reconnaissait lui-même que la crise était largement évitable et qu'il n'avait pas fait le taf. Et c'était dit, hein, c'était attesté. Et voilà, c'était en 2004, donc il s'est passé du temps, heureusement qu'on a fait les choses bien depuis. Ah oui, clairement. N'est-ce pas ? Donc bon, on a quand même créé le plan canicule. On y a toujours droit au plan canicule. Donc, en gros, c'était un plan avec Météo France, avec les codes couleurs qu'on connaît, qu'on voit tous les jours, etc., pour, en gros, être alerté le plus tôt possible, soi-disant pour anticiper, mais en fait, ça sert juste à alerter, et on ne fait pas grand-chose, mais au moins, on dit aux gens, regardez, il va faire chaud. Voilà, c'est super. Bon, et depuis 2003, on a eu 2019, 2022, 2023, 2025. En gros, c'est parti pour durer et s'intensifier, ce qui confirme toutes les prédictions qui avaient été faites en 1995. Sur la période 2017-2026, donc ça fait 8-9 ans, non 8 parce que 2026 n'est pas fini, la France a connu 18 vagues de chaleur contre 3 par décennie sur le XXe siècle. Donc une fréquence qui a été multipliée par 6. Et ça, c'est source Météo France, donc pareil, c'est a priori pas... bon. Et chaque été, en fait, ça confirme que les épisodes, ils deviennent à la fois plus fréquents, plus longs et plus intenses. Donc on a la totale. Et le GIEC continue effectivement à dire que ça va s'accélérer, que c'est loin... finalement, oui...
La canicule, on est peut-être dans la canicule la plus fraîche du reste de nos vies. Comme l'annonçait un peu le titre de l'émission. Absolument. Si je peux me permettre, le GIEC, d'après ce que j'ai pu comprendre, je suis désolé de t'interrompre, en fait, on pense parfois qu'il a tendance à sous-estimer ses prévisions de peur de paraître hyper alarmiste. Oui. Donc en plus, il faut penser que le GIEC est peut-être très en dessous de la réalité parce qu'ils ne veulent pas trop en faire quelque part. Ils ne veulent pas qu'il y ait des responsables qui puissent dire « c'est plus possible ». Je pense que c'est ça aussi la volonté derrière. Je ne sais pas, je ne suis pas à leur place, mais je pense qu'il y a aussi cette volonté qu'on ne puisse pas se servir de ça comme excuse pour ne rien faire parce que ça ne sert déjà plus à rien. Bon. Donc, pour revenir à l'impréparation, en fait, ça a été confirmé. On a eu le 9 juillet dernier, donc c'est tout récent, le 8e rapport annuel du Haut Conseil pour le climat, le HCC, qui donc confirme lui aussi l'intensification des vagues de chaleur, etc. Bon, ça, ce serait un peu stupide de ne pas le faire, mais surtout au-delà des canicules, en fait, et d'insister aussi sur tous les phénomènes associés comme incendie, sécheresse, pollution à l'ozone, etc. En fait, il relève surtout que les infrastructures, en fait, effectivement, ce dont parlait Camille, l'aménagement du territoire, les activités économiques, tout s'est développé, en fait, a été dimensionné pour un climat qui n'existe plus. Et c'est effectivement très dur à refaire dessus, parce qu'il faudrait refaire quasiment un plan d'urbanisme pour chaque ville, etc. Donc c'est problématique. Et c'est notamment ce qu'a dit Valérie Masson-Delmotte, qui est une climatologue française, coprésidente justement du groupe de travail numéro 1 du GIEC pendant plus de 10 ans. Non, un peu moins, pendant 8 ans, si je me souviens bien. Donc elle a bien insisté là-dessus. Et pourtant, justement à cause de ça, parce que les activités, les villes ont été codifiées pour un climat qui n'est plus le nôtre, on continue encore, même en construisant, à avoir des villes qui vont continuer à se densifier, artificialiser les sols, supprimer les arbres, créer des îlots de chaleur. En gros, tous les trucs à ne pas faire, on continue à les faire. Et en fait, on peut introduire une distinction que je trouve vachement intéressante, qui est entre une politique d'adaptation et une politique de gestion de crise. La politique d'adaptation, c'est vraiment, l'objectif, c'est de faire face sur la durée, en fait, et que le problème soit de moins en moins un problème et de moins en moins perçu comme un problème. Politique de gestion de crise, c'est du coup par coup. C'est ce qu'on a actuellement. Et ce qu'on a eu avec le Covid aussi, et avec la prochaine pandémie aussi, et avec les prochaines canicules également, etc. Et en fait, le truc qui ressort, c'est que très clairement, on est en fait dans une politique de pure gestion de crise au coup par coup, et avec beaucoup d'effets d'annonce, etc., mais très peu d'actes qui sont faits jusqu'à la suivante, qui sera forcément au moins pareil, et sinon pire, etc. Donc oui, niveau santé, le plan canicule existe, mais les urgences hospitalières restent saturées durant les pics de chaleur. Pour donner un exemple, le Premier ministre avait annoncé une enveloppe de 100 millions d'euros pour destiné à équiper 30 000 climatiseurs mobiles dans les EHPAD, comme ça, etc. Ce vendredi 10 juillet, il y en avait 6 000 qui avaient été livrés. C'est un début. Oui, c'est un début. Peut-être qu'en hiver, on aura les derniers. C'est terrible. Voilà. Donc mais voilà, il n'y a pas de problème, on est préparé, bien sûr, on est préparé à faire face, c'est pas du tout un défaut de préparation. La Barbara Filol, la secrétaire générale de la CGT Santé, d'ailleurs justement à ce sujet, elle a dit « On ne sait pas où c'est arrivé, on ne sait pas combien ça a coûté, et le gouvernement s'y prend le 24 juin. » Alors que l'été est là depuis 3 mois. Oui, puis que, comme on l'a dit, c'est un truc qui est récurrent. Maintenant, on doit partir du principe que ça va arriver tous les étés plusieurs fois. Oui. Je vais dire, c'est acté, quoi. Et là, non, on s'y prend le 24 juin. Voilà. Quant au plan hors sec chaleur, alors là, grandiose. Qu'est-ce qu'on fait ? On demande aux gens de sortir de chez eux aux heures les plus chaudes, celles où il ne faut pas sortir, pour quitter son logement, pour s'entasser avec contrôle sanitaire à l'entrée dans des endroits climatisés. Bon, effectivement, si c'est pas tenable chez elle, je comprends, si tu veux, mais comment dire ? En gros, ce que l'État nous dit, c'est qu'il peut plus assurer la protection de sa population chez elle, sur son propre territoire. L'État, je veux dire, non, il peut pas. Bon, après, on est sur Radio Libertaire, l'État, on sait bien ce qu'on en pense. Mais, je pense que là, la faillite, l'aveu d'échec, il est assez flagrant. Et bon, il y a d'autres questions en fait qui sont soulevées pour ça. S'il n'y a plus de place dans l'endroit climatisé qui est mis à disposition, est-ce qu'on continue à laisser entrer des gens ou pas ? Est-ce qu'on rationne la fraîcheur ? Est-ce qu'il y aura des files d'attente en plein cagnard à l'entrée ?
Est-ce qu'on sélectionne façon videur de boîte de nuit? Toi, tu rentres pas. Ça, c'est pas de réponse pour l'instant. C'est ça le plan hors-sec chaleureux. Grosso modo, c'est ça. Voilà, c'est très, très efficace, très utile. Bon, les adaptations l'adaptation du travail en environnement extérieur, c'est un sujet que je maîtrise moins, donc je ne vais pas m'y attarder, mais je sais qu'il y a eu un gros rapport qui est sorti récemment justement sur le sujet. Je n'ai pas eu l'occasion de m'y pencher, parce que quand je dis récemment, c'est très très récemment, genre aujourd'hui, je crois. Et que chaque année, il y a des gens qui meurent sur les chantiers, sur les routes. Exactement. Voilà. Alors oui, quand même, en 2004, on nous a créé le fameux fou jour férié de la Pentecôte. Là. Je vais pas rester dessus très longtemps, il est possible que vous en reparliez, mais en gros, c'était pour financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, entre guillemets. Ça, c'était ce qui est figuré dans le texte de loi. Avec un montant assez important qui est récolté. On est autour de, en 2025, 3,48 milliards d'euros. 3,42 l'année précédente, donc voilà, on est entre 3,4 et 3,5 milliards. Depuis la création du dispositif, en fait, on aurait engrangé jusqu'à 61,92 milliards d'euros. Et comment ils ont été utilisés, ça, on n'en sait pas grand-chose. Parce que, en fait, le problème, c'est que, comme toutes les branches de la Sécu, les sommes ne sont pas soumises au principe de non-affectation. Et c'est ça le truc pervers. En gros, elles ne sont pas juridiquement orientées vers une dépense particulière. Donc, quand il y a un creux quelque part, on va piocher ailleurs. Et on est en permanence en train d'essayer de combler des trucs. Et donc, on ne construit pas sur la durée, c'est impossible. Il n'y a pas de préparation avec cette méthode-là. On pioche dans les excédents pour combler les déficits. Et donc, avec les investissements urbains qui produisent leurs effets dans 20 ou 30 ans versus un mandat qui dure 5-6 ans, on se doute bien qu'il y a un biais naturel en faveur des mesures immédiatement visibles. Donc voilà. Voilà où on en est du niveau d'impréparation 30 ans après. Il n'y a pas énormément de choses de changer, si ce n'est qu'on en parle plus. Et du coup, on fait quoi avec tout ça ? Il a été question de la clim avec Camille. Et on parlera de pas mal d'autres choses avec Léo plus tard, parce qu'elle a beaucoup d'idées et elle vous en reparlera. Oui. Mais en attendant, moi, je vais m'arrêter là et laisser Camille vous présenter le prochain morceau. Oui, merci Yann. Alors, ce morceau, il date de 2006. Il figure dans l'album de Jeanne Chéral qui s'appelle L'eau. Elle crève de chaud, c'est la canicule. Donc, elle raconte ce qui se passe pour elle. Et malgré tout, malgré le fait qu'elle a chaud, eh bien, c'est une chanson assez légère et beaucoup plus légère que l'extrait en VF du film Soleil vert que vous entendrez juste après, car en effet, le film mis en exergue aujourd'hui et dont va nous parler Sébastien, c'est Soleil vert. Alors d'abord, on écoute Jeanne Chéral. Le morceau s'appelle Canicule de l'album L'eau de 2006 et directement après, vous aurez l'extrait en VF de Soleil vert. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la laitue fraîche à gogo. Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre? On se croirait dans un four, on crève à force de transpirer. Tu sais que tu m'agaces. Vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 FM, et vous écoutez l'émission En panne de sens. C'est à toi, Sébastien. Ouais, donc vous avez entendu le petit extrait. Tu as spoilé le titre du film avant, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on l'avait annoncé sur le truc de l'émission, donc c'est Soleil vert. Donc, le Club de Rome, en 1972, publie son rapport sur les limites de la croissance. Pour la première fois, des scientifiques modélisent sérieusement ce qui arrivera à l'humanité, enfin si l'humanité continue de puiser dans les ressources de la planète comme si elles étaient infinies.
La même année, en 72, toujours, l'ONU organise à Stockholm sa toute première conférence sur l'environnement. Et aux États-Unis, on vient de célébrer le premier jour de la Terre et de créer une agence de protection de l'environnement. Donc vraiment, c'est l'année où l'écologie entre dans le débat public, bien avant le premier rapport du GIEC de 90, porté du coup cette écologie par une poignée de scientifiques et regardée à l'époque déjà par à peu près tout le monde comme une lubie de prophète de malheur. Malheureusement pour certaines personnes, ça n'a pas trop changé. Et donc c'est aussi 72 l'année où est tourné un film qui sortira l'année suivante et qui passe en fait pour le premier grand film écologiste. Et c'est Soleil Vert de Richard Fleischer. Donc, Richard Fleischer, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il a une carrière assez impressionnante. Je pense que vous êtes sans doute nombreux et nombreuses à avoir au moins vu l'un de ses films. Il a été l'un des plus gros, des grands plutôt que gros, hein, soyons louangeurs, d'Hollywood, artisan d'Hollywood. Il a réalisé quand même sur près de 50 ans des films à gros budget, ancêtres de nos blockbusters, mais qui à l'époque s'adressaient, on va le voir avec Soleil Vert, à un public adulte plutôt qu'adolescent. Et c'est des films qui ont relativement, même remarquablement bien vieilli. 20 000 lieues sous les mers, Les Vikings en 58, Le Voyage fantastique en 66. Et puis j'ai aussi une petite fascination personnelle pour le très dérangeant et très étrange Étrangleur de Boston. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet du soir. Donc, le sujet du soir. Nous sommes en 2022. C'était donc il y a 4 ans, mais dans la diégèse du film, c'est le présent. 40 millions d'habitants à New York s'entassent. La Terre est épuisée. Il y a des coupures de courant et une canicule qui ne s'arrête jamais. Le détective Thorne, joué par Charlton Heston, enquête sur le meurtre d'un dirigeant de la Soylent Corporation, la multinationale qui nourrit la population avec des tablettes synthétiques créées grâce au plancton. Et dans la dernière née, donc, c'est le fameux Soleil Vert. Je vais devoir, attention, vous divulgacher la fin, mais je me dis qu'après 53 ans, il y a prescription. Hein. Et puis si vous ne connaissez pas ce film, c'est probablement que vous vivez dans une grotte, ce qui n'est peut-être pas un mauvais choix au vu des températures actuelles. Le film enchaîne vraiment des scènes mémorables, à commencer par son générique. C'est vraiment un défilé de photos qui raconte l'histoire des États-Unis. Alors ça commence sur une nature bucolique, des familles de pionniers, etc. Puis il y a l'industrie qui arrive. Puis un montage de plus en plus frénétique, soutenu, montre la pollution, la surpopulation, des décharges, des masques. Et en 2 minutes, tout est dit en fait. Comment en sommes-nous arrivés là ? D'ailleurs, c'est un début de film qui est presque expérimental. Il fait penser à un autre film dont je parlerai un jour à ce micro, espérons-le, Koyanis Katsi. Revenons à Soleil Vert. D'abord, donc, il y a la chaleur. Elle est partout. Il y a un filtre jaune verdâtre qui baigne toutes les scènes d'extérieur du film pour matérialiser un air vraiment irrespirable. Les corps transpirent tellement qu'on jurerait sentir leur odeur à travers l'écran. Je vous jure, hein, je l'ai revu pour l'émission et j'ai encore l'odeur dans les narines. Comment peut-on survivre dans ce climat ? Demande le vieux Sol qu'on a entendu au début de ma chronique. Il répond lui-même, l'effet de serre en fait. Le terme est prononcé dès 73. Tout est en train de brûler. Thorne rentre un soir en annonçant qu'il fait plus de 32 degrés dehors. Il se colle à la climatisation d'un appartement de luxe et en fait, il s'y colle vraiment comme si c'était le miracle qu'il avait attendu toute la journée. Il y a quelque chose d'assez vertigineux à entendre ça aujourd'hui, puisque globalement, 32 degrés dans nos climats dits encore modérés, c'est devenu une journée d'été assez ordinaire. Et pour les gens qui travaillent dans des environnements climatisés, en général, ils préfèrent rester au boulot que rentrer chez eux, bien souvent, malheureusement. Mmh. Et voilà, c'est... Et donc, vraiment, le film montre ce rêve absolu, ce luxe inimaginable, et il fait dire à un personnage, voilà, je mettrai la climatisation jusqu'à ce qu'il fasse froid, comme à l'époque où il y avait encore des hivers. Je laisserai couler l'eau de la douche aussi longtemps que je voudrais. Et c'est vraiment, en fait, c'est l'image de, du luxe des super riches d'aujourd'hui, ça, maintenant, dans le futur du film. Dans ce monde, donc, tout est devenu marchandise et prédation, puisque forcément, moins il y a de ressources, plus on est nombreux à se les disputer. Les femmes, par exemple, sont littéralement devenues du mobilier. Elles sont livrées avec des appartements de standing, transmises avec le bail. Pas de bleu récent, vous avez de la chance, ils vous traitaient bien, dit-on à l'une d'entre elles après le meurtre de son propriétaire.
La police également n'est pas en reste. Forn se sert de l'alcool et des rations des scènes de crime, et toute sa hiérarchie se partage le fric des morts. Il n'y a pas d'idée de service public en fait. La police, elle règle ce qu'elle peut, mais surtout elle se sert comme elle peut. Chacun survit dans un système de rapine généralisé. Les immeubles sont gardés par des hommes en armes, et quand la faim jette la foule dans la rue, on ne la disperse pas, on la ramasse carrément à coups de pelleteuses comme du bétail, comme une matière première qu'on gère et qu'on transporte. Charlton Heston, c'est un choix intéressant parce qu'il apporte quelque chose de très prolétaire à son personnage. Il a toujours joué l'américain moyen, d'ailleurs c'est quand même notoirement un gros réac. Et donc là, il joue un type peu instruit, mais malin, habile de ses mains. Et en fait, en face de lui, le film a l'intelligence d'avoir mis un personnage qui joue un intellectuel, Sol, et c'est celui qui se souvient, en fait. Ces tirades sur le monde d'avant nous font mesurer par contraste, en fait, tout ce qui a disparu. Sol, c'est la personne qui a vécu dans le monde qu'on connaît encore aujourd'hui et qui l'a vu disparaître. C'est par lui que passent les plus belles scènes du film, ces repas partagés où les deux hommes savourent un ragoût de vraie viande, vous imaginez, une pomme, une cuillerée de confiture de fraises, des plaisirs qui sont devenus totalement inouïs et qui sont réservés aux riches, comme qu'on ne trouve plus qu'au marché noir en fait. Et en fait, le personnage de Sol, c'est un peu le cœur battant du film, ce qui l'empêche de devenir totalement irrespirable, comme la chaleur qu'il présente. C'est pas une œuvre nihiliste, Soleil Vert. C'est plutôt un film qui est nostalgique de sa propre époque, d'un mode de vie qu'il pressent déjà comme menacé. Et donc, il y a une scène aussi un peu plus tard dans le film où on voit Sol qui décide du coup de quitter ce monde devenu invivable. Et il y a donc une scène de suicide assisté qui a fait scandale à l'époque. C'était l'euthanasie, c'était vraiment quelque chose de totalement tabou, encore aujourd'hui dans beaucoup de sociétés malheureusement. Et devant donc c'est un centre avec une musique classique et des images d'une nature radieuse projetées sur un écran géant. C'est une scène vraiment d'une douceur bouleversante qui contraste avec tout ce qu'on a vu auparavant de surpopulation, de drame et de prédation. Et en fait, Charlton Heston, son personnage, assiste à cette scène et on le voit pleurer en fait. Et ces larmes, en fait, c'est intéressant. D'ailleurs, ça rajoute quelque chose au film. Edgar J. Robinson, qui joue Sol, en fait, c'était son dernier rôle. Il était en train de mourir d'un cancer. Et en gros, la mort de Sol résume celle de l'humanité en même temps qu'elle rend hommage à l'âge d'or hollywoodien, en fait. Et ce qui est fascinant, donc, c'est que tout ce que je viens de dire, ça a été enregistré, inventé pour le film. Parce qu'au départ, c'est un roman de 1966 qui s'appelait Make Room de Harry Harrison. Je ne sais pas s'il était traduit en français, je n'ai pas regardé. Et dans Make Room, c'est un film des années 60 et c'est une époque où on parlait avant tout de surpopulation. Il n'y avait pas de conspiration dans le roman, il n'y avait pas de femmes mobiliers, il n'y avait pas de centre d'euthanasie. Le policier enquêtait sur un banal cambriolage qui avait mal tourné. Et surtout, la dimension climatique était à peine esquissée. Harrison, l'écrivain, s'intéressait vraiment dans une perspective néo-malthusienne assez pauvre à la surpopulation uniquement. Et le scénariste, Stanley Greenberg, lui, met en scène vraiment un écocide. Il transforme le livre et il en fait quelque chose qui est beaucoup plus percutant et qui encore aujourd'hui est vraiment incroyablement fort. En un mot, il montre vraiment, et c'est la première fois que c'est montré à l'écran, un écocide, et il désigne surtout les vrais responsables. La cupidité, l'extractivisme, la technoscience, en un mot, le capitalisme, avec son élite qui, en sentant la fin venir, a fait sécession, un peu comme nos technobros d'aujourd'hui, pour profiter du peu qui reste, pour dilapider même le peu qui reste, et qui ment aux masses, avant de finir peut-être par les élever comme du bétail. Fleischer avait d'ailleurs embauché pour le film un conseiller scientifique, Frank Bowerman, ingénieur en environnement, pour ancrer le film dans les données qui s'accumulaient depuis le début des années 70. Le futur en fait du film, c'est que la projection de ces études scientifiques qui est aujourd'hui malheureusement désormais. Parce que voilà, 2022, c'est fait, nous y sommes passés. Les masques en tissu que tout le monde porte à l'écran pour se protéger ont pris, après le Covid, forcément, un aspect très prophétique. Et le film est accablant, précisément parce qu'il prouve qu'il y a plus de 50 ans, on ne parle même pas du rapport du GIEC en 90, mais là on parle de 73, il y a un écrivain, un scénariste, un réalisateur et même un conseiller scientifique qui avait annoncé notre futur immédiat. Et un demi-siècle plus tard, rien n'a été fait, c'est ce que tu as dit Yann, pour enrayer la pente. Et à Emmanuel Macron qui demandait en 2022 dans
ce qui restera comme la phrase la plus révélatrice de ces 2 quinquennats. Qui aurait pu prédire la crise climatique ? On peut répondre plein de gens, patate. Plein de gens l'ont fait d'ailleurs. C'est pas qu'on pouvait, c'est qu'on l'a fait. On l'a fait. Et plein de gens l'ont fait. Et même Charlton Heston l'a fait. Et même des gens payés par le gouvernement l'ont fait pour le dire au gouvernement qui dit je savais pas. Exactement. Et à la sortie, tu vois, il y a beaucoup de critiques qui avaient reproché à Soleil Vert son absence de vraisemblance. Mais aujourd'hui, moi, je regrette qu'on ne puisse plus partager cette opinion. Oui, c'est dommage qu'il soit révélé si visionnaire sur plein d'aspects. Et après ce moment un petit peu ardu, je propose de passer à Luxe, Calme et Volupté avec une chanson choisie par Yann. Ah oui, tout en douceur. Planète Zéro, parce qu'il y a pas de planète B, de Hacktivist avec un H, c'est pour ça que je le prononce, parce que voilà, qui est un groupe britannique qui est actif depuis le début des années 2010 à peu près, qui était assez dans la continuité, on va dire, idéologiquement des Anonymous, etc. Donc assez politisé, qui a sorti plein de singles, mais seulement 2 albums, et puis le cofondateur est parti il y a 2-3 ans, donc je sais pas trop, ils ont sûrement engagé quelqu'un d'autre, mais j'ai pas trop suivi depuis. Voilà. Et voilà, c'est effectivement un peu moins calme que Jeanne Chéral, c'est certain. Et comme je vous l'ai dit, je vous avais dit que Léo avait beaucoup de conseils à vous donner et sûrement beaucoup d'autres choses à vous expliquer. Donc voici Léo. Mais avant, on va rappeler que vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4.fm et que vous écoutez l'émission En panne de sens. C'est l'été. Il fait beau, il fait chaud, c'est le moment de ranger vos jeans et de sortir vos plus belles robes. Le soleil brille, les oiseaux qui sont toujours là chantent, et l'application Humei, une application mobile citoyenne et solidaire pour se déplacer en sécurité, enregistre une hausse de 30% des signalements de harcèlement de rue. Bon, ça, c'est pas une grande nouvelle. On sait tous que quand les jambes, les bras et les épaules se dénudent, le harcèlement et les agressions augmentent. Mais est-ce que vous saviez qu'outre le harcèlement de rue, c'est aussi les violences conjugales qui augmentent en période de canicule ? L'ONG Care France publiait le 7 juillet dernier un article qui alerte du fait qu'à chaque vague de chaleur, les féminicides augmentent de 28% et qu'à chaque degré supplémentaire, c'est 4,7% de violences conjugales en plus. Je crois qu'il y a eu le même genre d'observation qui a été fait pendant le Covid, pendant les périodes de confinement aussi. Ça m'étonne pas du tout. Et d'ailleurs, coïncidence, nous sommes aussi en pleine Coupe du Monde de football. Sachez qu'une étude de l'université de Lancaster, il y a quelques années, démontrait que les violences conjugales en Angleterre augmentaient de 26% en cas de victoire ou de match nul et de 38% en cas de défaite. Alors, en pleine Coupe du Monde et canicule, cocktail clairement explosif pour les violences conjugales, on pourrait penser que les policiers seraient surmobilisés, extrêmement attentifs aux signalements de violence. Mais ces derniers temps, c'est plutôt sur la répression des baignades et piscines sauvages qu'on a entendu parler d'eux. À Paris, les baignades non autorisées dans le canal Saint-Martin se sont terminées en amendes et arrestations. À Clermont-Ferrand, dans le quartier populaire de la Gautière, des habitants s'étant cotisés pour installer une piscine hors sol en bas d'un immeuble ont reçu à plusieurs reprises la visite des policiers qui les ont forcés à démonter puis à éventrer la piscine pour être bien sûr qu'elle serait inutilisable. Alors, n'en déplaise à Yann Barthès, la fracture climatique sociale, elle est bien réelle. Des études prouvent que les zones urbaines et les communes les plus défavorisées sont les plus touchées par la canicule. Et quand le présentateur déclarait que les riches et les pauvres souffrent de manière égale de la canicule, et qu'il trouvait que les gens qui vivent sous les toits se plaignent quand même un peu fort de la chaleur, l'entreprise de pompes funèbres Segar et Buisine, elle, recensait le mois dernier une forte augmentation du nombre de décès à domicile et soulignait qu'il s'agissait souvent de décès sous les toits. Sachez d'ailleurs qu'une pétition circule sur mypétition.org pour demander à faire couper la clim sur le plateau de Quotidien. Pétition qui a recueilli près de 32 000 signatures. C'est tout de même moins que le nombre de signatures collectées pour la pétition qui appelle à couper la clim sur le plateau de Pascal Praud, qui compte, elle, 74 000 signatures sur le même site. C'est normal, Praud et Barthès, c'est en gros les démocrates et les républicains, quoi. C'est un peu ça. En parlant d'ailleurs de pétitions et de chiffres, l'affaire du siècle a ouvert un compteur citoyen sur le site secompterpourpeser.org. Pas de compte à créer ni d'informations personnelles à donner, c'est un petit questionnaire de 10 secondes qui vous permet de vous compter si vous estimez être un sinistré climatique.
Par exemple, si vous souffrez de la chaleur, si votre logement a été touché, votre santé physique ou mentale en souffre, si votre vie professionnelle est affectée. Au moment où j'écrivais cette chronique, il y avait déjà 55 937 déclarations. Parce que non, la canicule, ce n'est pas juste avoir chaud. C'est aussi 109 morts en 24 heures à Paris, une augmentation de 62% des taux de décès et de 85% chez les plus de 75 ans, et plus de 100 noyades en juin 2026. Je ne te demanderai pas le taux d'équivalent Airbus. Non, j'ai pas fait ce calcul-là. C'est aussi des espèces qui disparaissent, des arbres qui meurent, des cultures qui souffrent, des infrastructures qui se déforment. C'est des scènes de cohue et de violence à Lidl la semaine dernière, quand les magasins ne proposaient que 3 clims et 12 ventilateurs, après avoir fait la promotion d'un approvisionnement de 200 000 climatisateurs et ventilateurs à prix abordable. Des scènes dystopiques qui ont mis en danger les clients et les employés pour le buzz. Ça doit être les mêmes ventilateurs, les mêmes systèmes qui ont été promis par le gouvernement aux EHPAD. Peut-être. En tout cas, visiblement, plus de ventilateurs cette année. Ils ont tout vendu. Le patron de Lidl a dit ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas réussi à trouver de clim ou de ventilateur chez Lidl, je vais partager quelques conseils pour survivre à la canicule actuelle et aux prochaines aussi. Déjà, on va couper court au débat. Mais les ventilateurs, ça brasse pas d'air, c'est de l'air chaud, gna gna gna. Alors oui. Un ventilateur, ça refroidit pas une pièce. Au contraire, c'est un appareil électrique qui dégage de la chaleur, donc il la réchauffe. Mais tant qu'il fait moins de 35 degrés dans la pièce, qui est, comme l'a rappelé Camille, la température de notre peau, le ventilateur va pousser la couche d'air chaud à 35 degrés au-dessus de notre peau pour la remplacer par de l'air plus frais. Donc oui, un ventilateur, ça marche. Tu peux aussi mouiller ton t-shirt et te mettre devant le ventilo. Ça, c'est mon astuce préférée personnellement. Mais bon, un éventail, une feuille de papier pliée en 4, ça fonctionne aussi d'ailleurs, si la température de la pièce est inférieure à 35 degrés. Pour avoir un logement moins chaud, vous pouvez placer un bol rempli de glaçons dans une pièce ou bien vous pouvez aussi surventiler. Dès que la température extérieure est inférieure à la température intérieure, on ouvre pour aérer et aussi longtemps que possible afin que les murs, les sols, les meubles perdent la chaleur qu'ils ont emmagasinée toute la journée. Si vous pouvez investir dans un ventilateur de plafond, n'hésitez pas. Il faut aussi empêcher le soleil d'entrer. Si vous avez des volets, fermez-les. Vous pouvez aussi accrocher des couvertures de survie à vos fenêtres. Attention, la couverture de survie doit être placée sur la paroi extérieure de la fenêtre, côté argenté vers l'extérieur. Fixez-la bien pour qu'elle résiste au vent. Perso, j'ai testé. Franchement, ça fonctionne. Je peux donner un petit conseil. Pour les volets fermés, faites gaffe si vous avez des volets roulants, les fermez pas à fond sinon il n'y a plus d'air qui passe. Oui, bonne idée. D'ailleurs, des draps, des bâches, des stores, bon, ça fait aussi l'affaire. La protection extérieure, ça permet de perdre en moyenne 14 degrés contre 10 degrés pour une protection intérieure. Donc bon, si vous n'avez pas d'autre solution, des rideaux occultants, blancs de préférence, ça aide quand même. Vous pouvez aussi enduire vos fenêtres de blanc de meudon. C'est une poudre calcaire qu'on mélange avec un peu d'eau pour réfléchir une partie des rayons du soleil sur les vitres. Si je me souviens bien, c'est les trucs qu'on utilise pour faire de la déco de fenêtres à Noël. Oui, exactement. Et d'ailleurs, Camille, tu parlais des toits en zinc de Paris, et je suis tombée samedi sur le témoignage d'un Parisien qui avait enduit les rampants en zinc au-dessus de sa chambre de blanc de meudon. La température de son mur a perdu 5,4 degrés, et sur le toit lui-même, c'est une différence de 20 degrés enregistrée. Wow. Bon, on passe de 60 à 40, c'est pas non plus oui, foufou, mais c'est quand même pas mal. C'est énorme, 20 degrés. Ouais. Alors, les toits en zinc de Paris, ils sont un peu classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais en attendant la végétalisation massive de la ville, repeindre les toits en blanc, ça me semble pas une idée si loufoque que ça. Et en parlant de blanc, porter des vêtements blancs pour avoir moins chaud, ce n'est pas une légende urbaine. Le blanc, ça reflète les couleurs, le noir, ça les absorbe. Les rayons du soleil sont donc réfléchis en partie par les tissus blancs, qui seront donc moins chauds. Pour les matières, privilégiez le lin, le chanvre, le coton et évitez les matières synthétiques. Portez des vêtements amples pour maximiser l'espace d'évaporation sur votre peau. Limitez l'exposition au soleil, limitez l'effort physique afin de produire le moins de chaleur possible. C'est clairement le moment de vous taper vos meilleures siestes. Hydratez-vous par l'extérieur et l'intérieur. Alors pas d'alcool ni de caféine, évitez les jus et les boissons sucrées parce que votre corps va devoir travailler plus pour digérer l'apport calorique. Les crèmes glacées, les repas gras, les aliments riches sont à éviter pour cette même raison. Le corps va générer de la chaleur pour digérer.
Préparez des repas légers à l'avance si possible pour limiter l'utilisation du four, de votre plaque, etc. Buvez de l'eau, beaucoup d'eau. On peut perdre jusqu'à 2 litres d'eau par heure en transpirant. Alors, pas besoin d'investir dans les poudres électrolytes, mais pensez à mélanger de temps en temps un peu de sucre et de sel dans votre eau pour aider votre corps à mieux la retenir. Et si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus fun, une pointe de cannelle, de menthe, de citron ou de gingembre dans votre eau, ça c'est très bien. Est-ce que c'est bien de retenir la transpi en fait, alors que c'est justement un moyen de se rafraîchir le corps? C'est oui, une question que je me pose. très important. Et sincèrement. Justement, par exemple, quand on dit boire chaud quand il fait chaud, c'est une technique qui fonctionne réellement à condition que la chaleur qui vous entoure soit sèche, parce que boire chaud, ça va activer les glandes sudoripares, les organes qui fabriquent notre sueur, ce qui va nous faire transpirer, et ce qui va donc provoquer l'évaporation qui permet de nous rafraîchir naturellement. Si au contraire, il fait humide, buvez non pas froid, mais frais ou à température ambiante. Humidifiez votre peau avec une serviette mouillée, prenez des douches, encore une fois, tièdes, pas froides. Humidifiez vos vêtements, comme tu disais Yann, et mettez-vous face à votre ventilateur. Moi, c'est ce que je fais quand je suis en télétravail, personnellement. Et pour vous aider à fermer l'œil la nuit, des bouteilles d'eau au congélateur que vous glissez dans vos draps pendant la nuit, c'est une technique vraiment top. Moi, j'ai dormi plutôt bien la nuit dernière grâce à ça. Si vous avez une voiture qui a chauffé au soleil, voici l'astuce de la scientifique Anna Fry. Ouvrez la fenêtre arrière gauche, puis ouvrez et fermez rapidement la portière conducteur plusieurs fois. La portière va balayer l'air en se refermant, créer un flux de masse qui va basculer l'air chaud et humide vers l'extérieur, et la voiture va se re-remplir d'air grâce à la fenêtre ouverte. Pour ceux qui ont des animaux, aidez-les à s'hydrater en mettant des points d'eau à plusieurs endroits de la maison dans des contenants variés, et pensez à l'alimentation humide. Personnellement, mon chat est fan des soupes Félix et ne jure plus que par ça. Alors le mien, il se vautre dans la douche quand je viens de la prendre, il sort se vautrer dans l'eau qui reste en fait, c'est très étonnant. C'est pas mal. Vous pouvez aussi percer le haut d'un carton, poser des pains de glace dessus, le couvrir d'une serviette pour créer une petite alcôve fraîche. Sortez vos chiens tôt le matin et tard le soir, évitez les trottoirs chauds, profitez du fait que de nombreux parcs et jardins sont ouverts toute la nuit. Pour vous rafraîchir pendant la journée, vous pouvez aussi profiter des 1400 lieux de fraîcheur recensés sur le site de Paris, comme par exemple des baignades gratuites au bassin de la Villette. Vous pouvez consulter tout ça sur le site de la mairie. Et si on veut prendre exemple sur nos amis espagnols, à Barcelone, 1400 bracelets thermiques ont été distribués aux employés qui travaillent en plein air. Ils sont équipés d'un capteur de température qui les alerte quand ils risquent le coup de chaud. Les écoles restent ouvertes pendant les vacances pour accueillir les enfants. Les cours de récréation ont été aménagés et végétalisés. Et d'ailleurs, nous, à Paris, il existe aussi ce qu'on appelle les cours oasis. À notre échelle, on peut aussi manger moins de viande, consommer local, limiter nos voyages en avion, réduire notre consommation électrique, nos déchets, lutter contre la pollution numérique, demander la végétalisation des villes, arrêter d'utiliser l'IA, et surtout nous attaquer aux causes concrètes du réchauffement climatique, comme les multinationales fossiles par exemple, parce que ce sont elles les grandes responsables de la situation actuelle, même si ça n'a pas empêché Macron de donner la Légion d'honneur au président de Total il y a 3 ans. Après, ces bons conseils qui peuvent du coup être résumés en porter du blanc et sortir du capitalisme, j'ai choisi un blues bien moite du groupe Canet Heat, littéralement chaleur en boîte. On ne peut pas rêver plus en phase avec le sujet de cette émission et avec la température qui règne dans le studio. Dans le morceau It's Hot, extrait de leur album Internal Combustion en 1994, dont vous admirerez la constance thématique. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, vous aurez peut-être entendu qu'on avait oublié d'éteindre notre micro-régie au début du morceau, mais c'est bien connu, avec la chaleur, les neurones fondent. On a encore quelques petits conseils à vous donner. Je vais donner la parole à Camille.
qui d'abord va vous rappeler que vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM et que vous écoutez l'émission En panne de sens. Alors, mon conseil de fin d'émission n'a rien à voir avec la canicule, mais il a quand même un peu à voir avec le sujet de l'émission qu'on a fait il y a 3 semaines. C'est donc la vidéo d'une chaîne de vulgarisation qui s'appelle e-pensée 2.0, donc E-PENSER 2.0. Et alors le vidéaste en question, je ne suis pas fan de toutes ses vidéos et je ne suis pas forcément fan de son style, mais sa dernière vidéo, elle est absolument géniale et elle est sur l'endométriose. Elle explique de façon extrêmement complète le fonctionnement des hormones, comment les règles ça fonctionne, pourquoi est-ce que l'endométriose apparaît, quels sont les traitements possibles ou au contraire l'absence de prise en charge médicale. C'est une vidéo vraiment remarquable. Énormément de femmes qui souffrent d'endométriose ont fait des commentaires positifs pour soutenir cette vidéo. Je défie n'importe quel homme d'écouter cette vidéo et de ne pas apprendre une foultitude de choses qu'il ne savait pas avant. Et je pense que même les femmes vont apprendre beaucoup et au moins celles qui souffrent de cette maladie pourront se sentir un petit peu plus écoutées et soutenues. Voilà, donc c'est mon conseil pour aujourd'hui. Est-ce qu'il parle des tests salivaires dans cette vidéo ? Oui, il en parle. Et maintenant, je donne la parole à Sébastien pour son propre conseil. Oui. Alors, on le sait, ce sont souvent les mauvais films qui sont les plus révélateurs de leur époque et qui méritent qu'on les décortique. D'ailleurs, il y a 3 semaines, j'avais parlé de Calmos de Bertrand Blier, qui est un peu le maître étalon du genre. Et là, je tiens à rendre hommage, du coup, pour mes conseils, à celles et ceux qui font le sale boulot, vraiment, qui mettent les mains et les yeux dans la boue, ce qui me permet parfois, moi, de me reposer et de parler de bons films. Donc, la chaîne YouTube Like Stories of Old a consacré le 10 juillet dernier une vidéo sur Citizen Vigilante, un navet qui glorifie une figure de justicier dans la ville. C'est un film violemment raciste, réalisé par le récidiviste Uwe Boll, qui est considéré comme l'un des pires cinéastes au monde. Et ce film a été bizarrement promu sur le réseau X par son propriétaire, le billionnaire néo-nazi Elon Musk, dont on est malheureusement obligé contractuellement de citer le nom dans chacune de nos émissions. Et parallèlement, le podcast... Trump, c'est des passages obligés. Ah oui, d'ailleurs, oui, on n'avait pas encore cité Trump. C'est vrai. Voilà, maintenant c'est fait, on peut bientôt finir l'émission. Et parallèlement, donc, il y a le podcast Discordia, qui est également un podcast cinéphile, qui a consacré en mars et en avril dernier une longue émission en 2 parties à la filmographie aberrante du documentariste américain officiel de la sphère MAGA, Dinesh D'Souza, qu'on surnomme souvent le Michael Moore d'extrême droite. Donc c'est des émissions qui sont vraiment une vidéo qui est vraiment passionnante. Regardez ça et comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous infliger les films en question. Et Léo, toi de ton côté, qu'as-tu à nous dire ? Eh ben moi, je vous propose de découvrir le reportage du journaliste indépendant Benoît Lecor sur YouTube. C'est une vidéo qui s'appelle « Je me suis fait enfermer dans le métro la nuit, voici ce que j'en ai vu ». C'est hyper intéressant, c'est très humain. Il, du coup, reste enfermé dans la station Nation et discute avec les gens qui vivent dans le métro. C'est une vidéo qui est inspirée de la vidéo d'une journaliste dont j'ai oublié le nom de famille de la chaîne OK Charlotte, qui s'appelle « La face cachée de l'aéroport Charles de Gaulle la nuit », où il y a 1 an, elle faisait la même expérience, mais dans l'aéroport. Donc... un conseil transformé en 2. Je vous conseille de découvrir ces 2 reportages. Et Yann ? Oui, alors moi je vais vous recommander un truc qui n'est pas du tout nouveau, ça a même 55 ans, mais ça a été rediffusé récemment sur Arte et c'est dispo en streaming sur le site de la chaîne jusqu'au 4 septembre, date funeste s'il en est, et ça s'appelle La bataille du Chili, qui est un docu en 3 parties, qui doit faire 1h30 à peu près chacune, donc c'est un gros docu, réalisé par Patricio Guzman, qui a été tourné au Chili entre 72 et 73, donc, c'était tout simplement le gouvernement Allende et sa fin, et ça a été filmé donc, dans ce cadre-là, et monté en exil, parce que ça a été monté, il a dû s'enfuir à Paris, et ça a été monté juste après. Donc c'est intéressant, c'est un sujet qui a été pas mal documenté, sur lequel on a vu pas mal de trucs, mais ça a vraiment été fait de l'intérieur, et dans la frénésie, et dans le moment en fait, où ça se passait, et c'est super intéressant. Pas très drôle, mais bien.
Ouais, c'est toujours passionnant quand tu as des documentaristes qui sont là au bon endroit et au bon moment. Tiens, parce qu'on a encore une petite minute, là, je citerai bien aussi, c'est pas vraiment un conseil, mais juste pour souligner le côté un peu ironique, puisqu'on a commencé à parler de Trump, on peut en continuer un petit peu, du fait que voilà, c'est le plus grand climato-sceptique du monde qui s'est retrouvé en fait à devoir faire avec, au moment de l'anniversaire de son anniversaire à lui et celui des États-Unis, à devoir gérer une canicule monstrueuse qui a vraiment mis son public en nage et qui a fait de cette journée en fait une espèce de fiasco. Donc il y a un petit côté retour de bâton qui est assez savoureux quand on aime justement voir les riches de temps en temps aussi suer un peu. Alors, je pense qu'on est un petit peu arrivé à la fin de l'émission. Toutes les références et les avis qu'on vous a donnés là ces dernières minutes, vous pourrez les retrouver dans les 24 prochaines heures sur la page de notre émission sur le site radio-libertaire.org avec les enregistrements de notre émission et des précédentes. Vous pouvez également nous retrouver sur Je l'ai lu, www.jlai.lu où nous publions des infos et nous échangeons avec vous parce que c'est toujours intéressant de pouvoir effectivement avoir des conversations avec nos auditeurs et auditrices, de pas juste être dans un rapport descendant. On vous invite à vous inscrire à notre chouette newsletter. Pour cela, il faut nous envoyer un email parce qu'on est super moderne à l'adresse empanne2sens tout attaché @proton me ou mi. Pour vous dire également que Radio Libertaire va bientôt souffler sa 45e bougie. Et à cette occasion, les 7 et 8 novembre, il y aura des tables rondes et des concerts à Paris. On vous donnera au fil des émissions sur la radio de plus amples informations sur le programme. En panne de sens, donc c'est une émission qui est programmée les 2e et 4e lundis de chaque mois. Joie, félicité, du coup vous n'aurez que 2 semaines à attendre avant de nous retrouver le lundi 27 juillet. On espère pour vous et surtout pour nous qu'il fera un peu moins chaud. Alors, on aura peut-être un redout avant la prochaine canicule. Merci pour ces paroles encourageantes. Et est-ce qu'on finirait pas par un morceau rafraîchissant, ma chère Léo ? Oui, je pense que c'est l'occasion de finir en beauté avec Hot Stuff de Donna Summer, sorti en 1979 sur le 7e album de Donna Summer, Bad Girls. La reine du disco nous offre avec Hot Stuff une chanson aux accents plus rock que d'habitude. Elle fait d'ailleurs gagner cette chanson à Donna Summer le Grammy de la meilleure chanteuse de rock en 1980, année de l'inauguration de cette catégorie. En 2010, Rolling Stone classe Hot Stuff numéro 104 sur la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Hot Stuff de Donna Summer. Donna Summer donc. Bonsoir tout le monde et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir.